Salut les copains, ici Pauline Léniaud, bienvenue dans un nouvel épisode. Avant qu'on commence, déjà je vais me représenter parce que quand même il y en a beaucoup ici qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas encore cette chaîne et donc ça me paraissait assez indispensable. Donc je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 38 ans. Et j'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio depuis 10 ans, donc je suis entrepreneur, mais comme je m'ennuyais un peu, je me suis dit je vais également interviewer des personnalités remarquables, et c'est ce que je fais sur cette chaîne, ce que je fais également sur mon podcast, pour essayer de les faire parler d'eux, pour essayer de comprendre leur parcours, ce qui a fait les clés de leur succès, et puis tout simplement m'en inspirer. Et au passage, vous partagez tout ça. Bref, j'espère que cette chaîne vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucun épisode. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Alors, c'est une femme absolument hors du commun. Et quand je dis hors du commun, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'elle sort du lot, elle sort du commun. Son nom est Dorine Bourneton. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Et pourtant, c'est une femme qui mérite absolument notre attention à tous. C'est une femme qui a connu un accident terrible à l'âge de 16 ans. Elle a perdu l'usage de ses jambes, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Comme elle nous l'expliquera si bien dans cet épisode, elle a choisi de continuer à avancer, de se remettre en mouvement, est devenue pilote, puis pilote de voltige et est devenue vraiment un rôle modèle, en fait, tout simplement, pour les personnes en situation de handicap. J'ai profondément été touchée par cette conversation. Je remercie Dorine pour sa sincérité, pour le ton de confidence qu'elle a pu employer, et puis pour tous les partages qu'elle a pu nous faire. Parce que finalement, parler de ces moments aussi difficiles, ça ne doit quand même pas être une chose aisée. Donc merci Dorine pour ta sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon interview avec Dorine Bourneton. Bonjour Dorine. Bonjour Pauline. Je suis ravie enfin de vous rencontrer parce que je crois qu'on peut le dire quand même à notre public, ça fait un moment qu'on essaye de se catch-up. Je vous ai fait courir. Vous m'avez fait beaucoup courir, mais ça vaut la peine. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Dorine, j'ai 1000 questions pour vous. Je me suis dit que le mieux, ça serait de commencer par parler d'un sujet que vous abordez peu. Et je crois savoir que vous avez envie d'en parler en plus de ce sujet, à savoir l'écologie. Vous m'avez dit en off que c'était un sujet qui vous intéressait et que vous aviez peut-être des avis à partager sur le sujet. Et donc, je voulais rentrer dans le vif du sujet et parler de ça, parce que si vous n'en parlez pas assez, c'est l'occasion. Pourquoi parler d'écologie ? Parce que je pratique une discipline qui est la voltige aérienne, qui est une discipline, qui est un sport mécanique, un sport dit polluant, et justement l'aviation subit les foudres de toutes parts. Aujourd'hui, il est devenu compliqué de voler et de pratiquer cette discipline, de pratiquer notre passion parce que cette activité est polluante. Alors, il y a 1000 choses qui polluent, mais c'est vrai que l'aviation est pris pour cible, et particulièrement depuis le Covid. Mais moi, je suis très sensible à ces sujets parce que je pense à nos enfants et je pense qu'il est temps vraiment et qu'il est urgent d'agir, et y compris au niveau de l'aviation. Il est temps d'écrire l'aviation du futur, de penser à nos enfants, de penser à nos petits-enfants. Et ce que je voudrais, moi, c'est créer un engouement vraiment auprès des jeunes, un engouement tel qu'on a pu le connaître, tel que moi je l'ai connu, par exemple pour ces héros, ces pilotes de l'Aéropostale qui m'ont tellement fait rêver, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet. Ces pilotes m'ont fait rêver, et j'aimerais aujourd'hui qu'il y ait des figures de l'aviation qui nous fassent rêver et qui aille vers cette aviation moins polluante, décarbonée, plus durable. Alors des solutions sont en cours de recherche. Elles sont pas encore tout à fait au point, mais auprès des jeunes, il est important de mobiliser même les ingénieurs pour qu'ils aient envie de nous aider, de trouver des solutions et d'écrire l'aviation, parce que c'est maintenant que tout se joue. On n'a plus le temps d'attendre, on a même pris du retard, et c'est une question urgente. Voilà, donc c'est vrai que moi je vole moins.
depuis quelque temps parce que j'ai cette conscience-là qu'il faut faire attention à notre planète, faire attention à ce qu'on fait, qu'on est responsable et voilà. Et j'ai envie d'aller dans ce sens-là et moi aussi participer, écrire l'aviation du futur. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, c'est finalement le fait de stigmatiser quelque chose, mais du coup, en fait, de le délaisser, ne va pas aider le secteur de l'aviation à se transformer. Il est nécessaire de le transformer, mais c'est justement en y De le faire amenant, évoluer. exactement, en le faisant évoluer, parce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui vont s'intéresser à ça, des ingénieurs qui vont essayer de nous trouver des solutions, qu'on va aller plus loin. Alors que si jamais on ne fait que stigmatiser et mettre de côté, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, mais on a pris le sujet en main et c'est vrai que c'est en bonne voie. On est en train de développer par exemple, des avions électriques, équiper des aéroclubs d'avions électriques. Bon, même si l'électrique, ça a probablement ses limites également. Voilà, mais en tout cas, l'aviation, personnellement, m'a tellement apporté et j'aime tellement partager ces moments de vol, ces moments de liberté, ces moments où on est voilà, comme dans une bulle finalement, entre ciel et terre, que je trouverais dommage de tout arrêter, de tout contraindre et de tout interdire. Et je pense qu'il faut faire les choses en douceur. Je comprends. Je vous remercie, Dorine, pour ces mots. Et je pense que c'est important de rappeler, en fait, que quand il y a quelque chose qui est difficile, il ne faut pas forcément arrêter. Il faut essayer de le faire évoluer. Voilà, on est dans une période de transition. Il faut s'adapter avec son époque. Voilà, quand on était à l'ère du Concorde et qu'on ralliait Paris-New York en 2 heures, on ne se posait pas toutes ces questions. Voilà, et aujourd'hui, les choses ont évolué et on doit évoluer en même temps. Alors, pour revenir à vous, Dorine, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vous connaissent, mais il y en a aussi certains qui ne vous connaissent pas. Et je voulais revenir en arrière et revenir à votre enfance. Que vous me parliez de la petite Dorine, quand elle était petite, où est-ce qu'elle vivait, dans quel milieu, comment était son papa, comment était sa maman, comment est-ce que vous étiez aussi en tant qu'enfant? Est-ce que vous étiez du style turbulente? Est-ce que vous étiez touche à tout? Enfin, voilà, parlez-moi un petit peu de vous et du contexte dans lequel vous avez grandi. Alors moi, j'avais le goût de l'aventure. Ah, je voulais vivre. Déjà petite, je me souviens, je marchais pieds nus dans le jardin et je me disais, moi, j'aurais une vie pas comme les autres. Je rêvais de vivre une vie d'aventure, d'explorer le monde, d'aller là où personne n'était jamais allé. J'ai grandi dans un petit village, un village de montagne qui s'appelle Noir-Étable, très isolé. Et je souffrais de cet isolement. Les hivers étaient très longs. 4 mois d'été, c'est 4 mois de beau temps dans une année, ça fait court. Et je rêvais d'un ailleurs, je rêvais d'aller voir ce qu'il y avait derrière, au-delà des montagnes. Et déjà petite, je me disais, oui, plus tard, je partirai, j'irai explorer le monde. Mes parents avaient une petite entreprise de taxi et d'ambulance et ils travaillaient ensemble. Et mon père vraiment travaillait beaucoup, hein. Il passait des heures dans son taxi, il s'abrutissait en faisant des kilomètres. Et un jour, il est rentré à la maison en disant à ma mère qu'il allait vivre son rêve, qu'il avait mis de l'argent de côté et qu'il allait passer son brevet de pilote. Alors bien sûr, ma mère, en bonne auvergnate, lui a dit « Non mais c'est n'importe quoi, tu vas pas mettre de l'argent comme ça, dépenser ton argent pour des choses aussi futiles. » Et mon père lui a dit « C'est ça ou je divorce. » Bon, ok. Et donc, quand il a commencé à prendre ses premières leçons de pilotage, comme je montais à l'arrière du taxi pour aller explorer le monde aussi dans son véhicule, là, j'ai commencé à monter, je montais à l'arrière de l'avion et j'ai commencé à découvrir cet univers. Déjà, le langage très particulier avec la tour de contrôle, les Fox Papa Charlie, vous êtes autorisé à décoller à piste 21, enfin tout ça, participer un petit peu au mythe, les lunettes, les Ray-Ban que portaient les pilotes, enfin je sais pas si vous avez Top Gun, mais ça participe aussi, je trouve,
l'attitude et puis la façon d'être et de se présenter. Et je me disais, mais ouais, moi aussi, j'aimerais apprendre à piloter un jour. Et d'autant que il me racontait aussi souvent, parce que c'est un grand passionné, mon père, hein, c'est une vraie encyclopédie de l'aviation, il connaît tous les avions, tous les pilotes, tous les constructeurs d'avions, de toutes les nationalités. Et ça, c'est passionnant. Et il me parlait souvent de l'histoire de l'aéropostale. Et moi, le côté aventure, le côté voilà, franchir les déserts, bondir par-dessus les océans, avoir des accidents, mais se relever, continuer coûte que coûte, transporter du courrier et finalement réaliser quelque chose qui nous dépasse complètement en fait, parce que c'est ce que disaient ces pilotes. On est en train de construire, de défricher les premières lignes aériennes de l'histoire et on se met voilà, on met notre vie en jeu, mais pour une cause, pour quelque chose qui nous dépasse. Et ça, moi, ce côté un petit peu presque sentimental, quoi. Je veux dire, presque. Oui, puis c'est très poétique aussi pour moi, malgré le risque, hein, parce que. Et ce que je trouvais particulièrement, moi, ce qui m'attirait particulièrement dans cette histoire aussi, c'est le côté fraternel entre les pilotes. C'est-à-dire que quand vous lisez lorsque Antoine de Saint-Exupéry était chef d'aéroplace à Cap Juby, aujourd'hui Tarfaya, dans le sud du Maroc. Donc, il s'occupait c'était une étape sur la ligne de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et donc, il attendait que les avions viennent se poser pour ravitailler, refaire le plein, voire se poser, dormir quelques heures, etc. Et chaque arrivée, quand il entendait l'avion arriver, quand il voyait au loin l'avion arriver, les pilotes, c'était une véritable fête parce que il savait les dangers qu'avaient pris ces pilotes. Ils volaient dans des petits coucous qui n'avaient pas d'instrument de navigation, dont les moteurs n'étaient pas conçus pour voler quand il y avait des vents de sable. Ils suivaient la côte, en fait. Et parfois, à cause du brouillard matinal ou de la brume, ils perdaient le contact visuel avec la côte. Et il arrivait que les pilotes aillent se perdre au loin, au large, en mer. Et donc, on ne les revoyait jamais, quoi. Et à chaque fois qu'un avion se posait, c'était une véritable fête. Et Antoine de Saint-Exupéry, j'ai lu dans les livres qu'il était prestidigitateur. Je sais pas comment le dire. Magicien. Il faisait des tours de magie. Il amusait, en fait. C'était quelqu'un qui essayait de distraire parce qu'il savait que ce moment passé avec ce pilote, quand il allait repartir le lendemain, il n'allait peut-être plus jamais se revoir. Le danger était omniprésent. Et voilà. Et moi, ça me fascinait, quoi. Je me disais, waouh, quand je serai grande, je veux vivre une vie comme ça, de fraternité, de passion, d'aventure, de dépassement de soi, d'abnégation. Déjà petite. C'est ça, je voulais vous demander. Petite, en fait, j'ai cru comprendre que vous vouliez être pilote assez tôt, mais vous vouliez en faire un métier? Vous aviez vraiment cette envie? Alors, je voulais en faire mon métier, mais je voulais pas être pilote de ligne, je voulais pas être pilote de chasse, je voulais transporter du fret, je voulais voler, utiliser l'avion comme un outil, comme le faisaient les pilotes de l'aéropostale. L'avion était un outil pour eux, ils transportaient du courrier. Et moi, je m'imaginais transporter du fret, des marchandises pour aller venir en aide aux populations défavorisées qui vivent comme en Alaska, sur des îles. Il faut aller les ravitailler en hydravion. Je me voyais faire ça. J'aimerais parler de l'accident pour les personnes qui ne le connaissent pas. Alors, vous avez raconté 1000 fois cette histoire. Je vais vous demander de la raconter une 1001e fois quand même. Un jour, je vais finir par avoir un trou de mémoire. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Est-ce que vous pourriez nous raconter tout simplement l'enchaînement d'événements et qu'est-ce qui s'est produit à ce jour-là quand vous aviez, je crois, 16 ans? Eh bien, j'ai eu un accident d'avion. Alors, vous savez, quand mon père a commencé ses cours de pilotage, très vite, je me suis dit, moi aussi, quand je serai grande, je serai pilote. Et à 15 ans,
je me suis inscrite à l'aéroclub pour pouvoir prendre moi aussi avec lui mes premières leçons de pilotage. Et puis la vie d'un aéroclub, c'est quoi? C'est donc on prend des leçons de pilotage, on fait des baptêmes de l'air, on partage des vols entre amis, mais aussi on organise des voyages. Et un jour, je vois sur un mur une petite affichette disant que l'aéroclub organisait une visite pour aller rencontrer les pilotes de Canadair à Marignane. J'étais à l'époque à Clermont-Ferrand, hein. Donc c'était à peu près, je sais plus, 2h30 de vol. Et rencontrer les pilotes de Canadair, pour moi, c'était rencontrer les héros d'aujourd'hui. J'ai tellement admiré les héros d'hier. Bah, je me suis dit, ah ouais, on peut pas manquer ça, quoi. Donc je dis à mon père, il faut qu'on s'inscrive, il faut qu'on y aille. L'occasion ne se reproduira peut-être jamais, donc il faut s'inscrire. On est les premiers inscrits sur la liste. Et ça pendant 3-4 mois. C'était à Noël. Et le voyage était prévu le 12 mai 1991. Et puis, la date arrivant, des noms ont commencé la liste a commencé à se compléter. Et du coup, finalement, ce fameux 12 mai est arrivé. Mais ce jour-là, quand on se lève avec mon père, première chose que fait un pilote, comme du temps l'aéropostale, on regarde le ciel. Bah oui, on regarde la météo, on regarde le ciel. Les pilotes, autrefois, ils n'avaient pas de météorologiste, donc ils regardaient le ciel. Et là, avec mon père, on regarde le ciel et on se dit, oula, c'est pas gagné, il fait pas beau, mais il fait vraiment pas beau. Il y a du brouillard. On se dit, on va aller à l'aérodrome, on va bien voir. On arrive au terrain, on est les premiers avec mon père et on va voir le météorologiste, on étudie les cartes, on étudie les radars, enfin les cartes radars, le météo. Et là, on voit que au niveau du massif central, à une demi-heure de Clermont, vers le Puy-en-Velay, c'était notre route, tout est bouché. On se dit, on va pas pouvoir partir. Oh non, quelle déception! Ah, demain, il y a école en plus. Non, moi, j'ai envie d'y aller. Et puis, on attend les autres pilotes. Et là, on se concerte. Enfin, les pilotes se concertent parce que nous, on était 2 jeunes pilotes, dont Mathias, qui la veille avait eu 17 ans, avait eu son brevet de pilote. Et ce voyage, c'était la récompense que lui offraient ses parents. Et donc, les experts se concertent et disent, on va voir, et si ça passe pas, on fera demi-tour et on rentrera. Mais on va voir. Donc, enfin voilà, je vous passe les détails, on décolle, etc. On décolle à 2 avions. Dans l'autre avion se trouve mon père, avec 2 autres pilotes, et dans mon avion, nous sommes 4, dont Mathias qui est à mes côtés. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on a perdu la liaison avec l'autre avion. Et à un moment donné, on a foncé tout droit vers la zone nuageuse. Et j'ignore pourquoi encore aujourd'hui. Et moi, voyant qu'on allait rentrer dans les nuages, d'autant que le pilote, c'était la personne qui l'été d'avant, nous avait donné des cours, des leçons, des cours de météo. Parce que souvent les anciens donnent des cours théoriques aux jeunes, et c'est lui qui nous avait donné des cours météo en nous expliquant, donc vous imaginez le degré de confiance que j'avais, qu'il ne faut jamais rentrer dans les nuages parce que quand on rentre dans un nuage et qu'on est à bord d'un avion, on a un phénomène, un dérèglement de l'oreille interne qui fait que on va être complètement désorienté. Nous sommes des pilotes qui volons à vue. À vue, ça veut dire en ayant un contact visuel avec le sol. Si on rentre dans les nuages, on est dans le brouillard, on ne sait plus où on se trouve et on va avoir des informations qui vont être faussées. Et on va avoir le sentiment que l'avion monte alors qu'il descend, que l'avion est en virage à droite alors qu'il est en virage à gauche, voire il a les ailes à plat. Et donc, on va corriger de la mauvaise façon. C'est ce pilote-là qui nous avait enseigné cette leçon fondamentale. Donc, je le vois qui va rentrer dans les nuages, mais je me dis non, mais aie confiance, Dorine. T'as quand même 2 pilotes chevronnés qui sont devant. Mais je me dis,
j'ai un petit peu peur. Bon, allez, je me renfonce dans mon siège, je rattache ma ceinture parce que pendant le vol avec mon voisin, on s'était détaché pour mieux suivre le vol, l'aventure. Et je me rattache en me disant, wow, bah, c'est parce que je suis une fille, j'ai un peu peur. Les filles, ça a toujours un peu plus peur que les garçons. Et mon voisin, Mathias, ne se rattache pas. Et après, c'est le trou noir. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Si ce n'est que, bah voilà, on est rentré dans les nuages. Le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. Peut-être qu'il a voulu faire demi-tour, mais c'était déjà trop tard. C'était la purée de poids. Hein. Les sauveurs m'ont expliqué que ce jour-là, on voyait pas à 3 mètres. Et en fait, on a donc percuté la cime des arbres sur le flanc d'une colline. Et l'avion a percuté la planète à la vitesse folle, quoi. Et voilà. Donc les 2 pilotes à l'avant sont morts parce qu'ils étaient à l'avant. Ils sont pris la planète, hein, faut dire ce qui est. Et mon petit voisin, alors là, voilà, à chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer parce que je lui ai pas dit de se rattacher. Et pouf, au moment du choc, voilà, et il a été tué sur le coup. Et le miracle, c'est que moi, je me trouvais dans un endroit de l'avion qui a été... Alors, tout l'avion, quand on voit les photos, est déchiqueté. L'avion pulvérisé, l'avant de l'avion est pulvérisé, le côté où se trouvait Mathias également. Et le coin où je me trouve est complètement protégé. Et c'est là que je me trouvais, et c'est là où j'ai attendu les secours pendant 12 heures. 12 heures d'attente, dans la neige, dans le froid, en hypoglycémie. Mais 12 heures parce que la balise de détresse, en fait, était cassée. Et donc, elle émettait que par intermittence. Et les secours avaient énormément de mal à localiser l'appareil. Et je dois ma vie à un miracle. Premier miracle déjà au moment du crash. Et le deuxième miracle, à 8 heures du soir, 2 personnes, 2 frères, 2 radioamateurs qui avaient entendu l'alerte, ont voulu prêter main forte aux secouristes, aux pompiers, et avec leur matériel, ont essayé de localiser l'avion. Et Philippe Achard, la personne qui m'a sauvé la vie, c'est incroyable. Il faut savoir qu'il a une ouïe, il a une hyperacousie. Il entend mieux les sons que la plupart des gens. Et en fait, quand ils cherchaient l'appareil, ils avaient plus ou moins localisé sans trop savoir où c'était, mais à un moment donné, il m'a entendu crier, il m'a entendu appeler au secours. Et c'est comme ça. Si j'avais pas crié, si j'avais perdu connaissance, il était 8 heures du soir, on s'était crashé à 8 heures du matin. Et moi, j'avais froid. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je me plaignais du froid. J'avais froid. Je lui disais, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer chez moi. Bon, je dis ça avec aujourd'hui, le temps a passé. Et puis, moi, ce que je retire de cet accident, c'est surtout que j'ai eu une chance immense. Et que cette chance, il fallait pas la laisser passer. Parce que finalement, les épreuves, ça fait partie de la vie. Les échecs, les épreuves, c'est la vie. Et on en rencontre en permanence, qui que l'on soit. Et finalement, l'échec, comme je reprends une grande phrase célèbre, ce n'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Donc moi, après cet accident, j'en ai eu conscience tout de suite, en fait. Je me suis dit, non, mais je vais pas rester sur cet accident. Je vais rebondir. Je vais en faire quelque chose. Alors, j'avais l'énergie pour le faire. Peut-être parce que j'avais 16 ans. J'avais l'énergie, j'avais la foi, j'avais la force. Je prenais modèle sur mes héros. Syntex,
Combien d'accidents il a eu, je crois, 3 accidents. En fait, il était tout cassé, Antoine de Saint-Exupéry. Il était tout mal en point, comme Louis Blériot, qui, quand il a fait son exploit de traverser la Manche, il était handicapé. C'est le premier pilote handicapé, en fait, Louis Blériot. Mais et ces pilotes, ils ont tous eu des accidents et ils sont tous remontés dans un avion. Ils ont tous écrit des pages entières de l'histoire de l'aéronautique et je me suis dit, bah oui, mais moi je vais faire comme eux. Je vais faire comme eux, je veux leur ressembler. Alors, je vous dis pas que ça a été facile parce que il y a quand même le fauteuil roulant. Et là, le regard des gens, de l'entourage, de la famille, ça a été très douloureux, très difficile. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix très vite, dès que j'ai pu. Parce qu'une chose à la fois, hein, aussi, on ouvre les portes les unes après les autres. Dès que j'ai pu, j'ai quitté mon village et je suis partie à Toulouse pour passer mon brevet de pilote. Cette histoire, on vous l'a déjà dit, est à la fois évidemment d'une tristesse folle pour toutes ces personnes qui sont décédées, et en même temps un tel message d'espoir pour toutes les personnes qui subissent des drames et qui ont un espoir grâce à votre exemple. Enfin, je sais que vous investissez d'ailleurs énormément dans des associations pour montrer justement qu'on peut rebondir et comme vous le dites, si justement que l'échec c'est de rester là où on est et de pas se relever. Mais c'est vrai que je dois dire que cette histoire moi-même me fait frissonner quand je l'entends, et surtout le fait qu'aussi rapidement vous ayez fait le choix, vous ayez pris la décision de ne pas vous laisser aller. J'ai eu à un moment donné sur le podcast Philippe Croison, que vous connaissez peut-être. Oui. Et Philippe m'a dit, moi quand j'ai eu mon accident, j'ai complètement perdu mes moyens, ma vie a basculé d'un coup comme ça. Ça qu'il faut réaliser, c'est que ma vie a basculé d'un coup. Et donc en fait, j'ai fait une dépression. Lui, il a fait une dépression et il a mis du temps à s'en sortir. Et vous, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que vous avez tout de suite eu la conscience. Oui, alors je vous dis pas que pour autant que j'ai pas fait une dépression. Moi aussi, évidemment, j'étais tellement triste d'avoir perdu mes jambes. Je crois que finalement, on se console jamais d'avoir perdu ces jambes qui sont notre liberté. Moi, j'ai perdu ma liberté, en fait. Hein. Je suis comme dans une prison dans ce fauteuil roulant. Si quand j'ai pas mon fauteuil, comment je fais? Je suis prisonnière de ce fauteuil. Et ça, je le sais, j'en suis consciente. Mais j'ai voulu aller au-delà. Au-delà. Je ne voulais pas me morfondre sur mon sort, me morfondre sur moi-même. 3 pilotes sont morts dans cet accident. Ils ont quand même pas eu ma chance. La vie offre tellement de possibilités. En fait, c'est ça dont il faut prendre conscience et qui est important, c'est que il y a toujours d'autres voies possibles. Je rêvais. Allez, je vais le dire. Moi, quand j'étais petite, je voulais être une pionnière, une héroïne de l'aviation. Eh bien, cet accident m'a donné l'occasion de le devenir. D'une autre façon que j'aurais souhaité l'accomplir, bien sûr, parce que j'aurais préféré que cet accident n'arrive jamais. Mais pour autant, il était là, et ben j'en ai fait quelque chose. Au lieu de me dire, c'est un obstacle, je reste face à l'obstacle et il est infranchissable et je ne bouge plus, je reste immobile. Eh bien non. L'obstacle, je vais passer par-dessus, je vais le contourner, mais je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en action. Alors, ce qui peut faire peur aux jeunes parfois, c'est, voilà, ils se disent, ils savent pas comment faire, par où commencer, comment ils vont y arriver, etc. Ce qui est important, moi, l'avion, c'était mon rêve. C'était un rêve, mais je savais qu'il était lointain. Ce qui est important, c'est de se mettre en marche, de faire le premier pas. Parce qu'un premier pas appelle un autre pas. Et à chaque fois qu'on fait un pas, il y a comme un pont qui se construit sous notre pied, qui fait sur lequel on va prendre appui et on va franchir. On va faire un autre pas. À chaque fois, on va franchir les paliers, franchir des caps. Et c'est comme ça pour la vie en permanence et pour tout, même pour la voltige. Quand on apprend la voltige, on y va pas à pas, palier après palier. On n'apprend pas la voltige en un claquement de doigts. C'est très difficile, c'est très complexe.
voulais te dire que c'est pas grave de ne pas connaître le chemin exact qu'on va emprunter. Il faut avoir le rêve qui nous porte. Mais Oui, finalement, après, il faut un peu essayer d'avancer peu à il peu. faut avancer. Mm. Voilà. Le rêve est là, il nous porte, c'est lui qui nous donne envie d'avancer. Hein, c'est notre, voilà, comme une étoile brillante dans le ciel qui nous guide. Et on va pas y aller forcément en ligne droite, mais c'est pas grave parce que je dirais les chemins de traverse sont parfois beaucoup plus intéressants et beaucoup plus enrichissants, beaucoup plus ils nous font grandir. L'inattendu fait grandir, les échecs nous font grandir. On va apprendre à faire autrement, différemment. Mais c'est aussi, ça peut être une voie tout aussi belle, peut-être même encore plus intéressante que si la voie était toute tracée, ça finirait par être ennuyeux. Dorine, est-ce que à un moment dans votre vie, vous avez envisagé d'abandonner l'aviation, d'abandonner ce rêve? Ou en fait, non, il était tellement fort pour vous Oui, que je l'ai jamais? abandonné à un moment. Qu'est-ce qui s'est Je l'ai passé? abandonné quand j'ai eu ma fille. Ah. Ah oui, parce qu'alors là, évidemment, tout est remonté à la surface. Quand on devient maman, voilà, on est un peu chamboulé. Et la conscience du danger, la prise de risque, à chaque fois que l'avion décolle, faisait que je me suis dit non, 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 Dorine, tu n'as pas le droit de prendre ce risque. Tu es maman, maintenant tu as un enfant, tu as une responsabilité, donc il n'y a plus question de voler. Je faisais des rêves où je m'imaginais que l'avion, j'allais avoir une panne moteur au décollage, enfin des trucs horribles. Et donc j'ai dit non, mais surtout pas. Et puis quand elle a eu 7 ans, bon, elle était un peu plus autonome parce qu'ils ont toujours besoin de leur maman, hein, nos grands enfants. À ce moment-là, on m'a offert l'opportunité de faire un petit vol comme ça, gentil, au Salon du Bourget. Petit vol gentil au Salon du Bourget, Voilà, devant des milliers de personnes. Ouais. Et j'avais 3 mois pour me préparer. Et j'ai dit, OK. Là encore, je me suis dit, mais ça... Enfin, voilà. Donc une démonstration de voltige au Salon du Bourget. Non, c'était pas une démonstration de voltige à ce moment-là. C'était juste un petit vol comme ça pour montrer que il est possible, quand on est handicapé, de pouvoir piloter un avion. Et je pouvais pas laisser passer cette occasion parce que elle ne se reproduirait pas, elle ne se reproduirait jamais. Et puis le goût de l'aventure est remonté instantanément. Dorine, si vous l'acceptez, je voulais parler d'idées reçues sur le handicap. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup de gens ne connaissent pas de personnes avec un handicap. Et je pense que c'est intéressant de se dire que voilà, il faut en parler. Et non seulement il faut en parler, mais il faut essayer de mieux comprendre en fait les personnes qui ont justement des handicaps physiques ou mentaux. Et je suis tombée sur une phrase, une citation de votre part que j'ai trouvée très belle. J'aimerais la lire si ça vous va, et en fait que vous puissiez m'expliquer le contexte peut-être dans lequel vous l'avez dite et ce que vous vouliez dire par là. Vous avez dit, je crois, sans chercher à nier l'évidence, il est cruel d'être toujours catalogué d'un mot qui désigne exclusivement mon incapacité. Alors sur ma petite chaise, je roule, je vais et je traverse le temps. Magnifique. On dirait franchement Antoine de Saint-Ex n'a qu'à bien se tenir. Je voulais en fait en parler parce que ce terme de cataloguer, le regard des autres, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pèse énormément au-delà du fait qu'on se sente prisonnier. Et donc si ça vous va, j'espère ne pas être indiscrète en posant cette question, mais je pense que c'est important aussi pour que les personnes peut-être prennent conscience justement qu'ils doivent faire attention à leur regard. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette phrase? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui est difficile finalement dans cette situation? Ce qui est difficile, c'est que, alors, quand on vit avec un handicap, j'aime bien dire que l'on vit avec et qu'on n'est pas handicapé, du verbe être, mais on vit avec. Ce qui est difficile, c'est effectivement, c'est le regard, surtout quand il arrive de manière soudaine. Ça a été très soudain, un accident, c'est du jour au lendemain, c'est le fauteuil à vie. Et en fait, quand l'accident survient, le handicap survient, vous n'êtes pas préparé, et surtout, vous ne sentez pas handicapé. Vous n'avez pas changé, vous, à l'intérieur. On n'a pas changé. Ouais. Moi, je voulais crier vraiment
que j'étais restée la même, que j'étais toujours Dorine, que ce fauteuil roulant ne disait rien de mon identité. Et que le handicap n'est pas forcément une soustraction. Et qu'on peut faire plein de choses, même avec un handicap. Et la phrase qui m'a choquée, et qui m'a choquée, qui m'a aussi peut-être permis de me mettre en mouvement, qui m'a peut-être aidée, c'est cette phrase qu'a prononcée mon père alors que je venais de passer un mois à l'hôpital, un mois en centre de rééducation, et c'était ma première sortie où je rentrais à la maison pour le week-end. J'allais retrouver ma chambre, j'allais retrouver ma maison. Et quand on est arrivé avec mon père, ambulancier, je vous le rappelle, devant la volée de marche qui mène à la maison, puisqu'en bas il y a les garages, mon père a dit « Ah ben qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant avec une handicapée à la maison ?» C'était une violence inouïe. Et à ce moment-là, j'ai pas compris. Je me suis dit « Mais de quoi il parle, mais une handicapée, mais je suis d'abord avant tout sa fille. Je suis Dorine. » Et j'ai compris, en fait. J'ai compris qu'on allait voir de moi que ce que je ne pouvais plus faire, que mes limites. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis mise en mouvement pour prouver, démontrer que j'étais autre chose qu'une personne. Souvent, on est dans une société qui porte un regard extrêmement négatif sur le handicap. On associe le handicap à des mots négatifs. Si je vous dis handicap, à quoi vous pensez ? Vous pensez obstacle, vous pensez limite, vous pensez contrainte, incapacité, vous pensez que les personnes handicapées sont moins performantes, moins capables que les autres, qu'elles ne savent pas travailler en équipe. Eh bien justement, moi j'ai voulu prouver que toutes ces idées reçues, tous ces stéréotypes qui entourent le handicap sont parfois vrais, mais aussi ils sont parfois faux. Et alors Dorine, pour aider peut-être les personnes qui nous écoutent, et moi-même sincèrement, quand on est face à quelqu'un qui a un handicap, ou qui vit avec un handicap, pour reprendre vos mots, en fait, on est à la fois gêné et on a envie d'aider, mais en même temps, on n'a pas envie, je trouve, de... Il faut être le plus naturel possible. C'est que, voilà, être à l'écoute. Quand on est parent, on sait être à l'écoute des besoins d'un enfant. On sait anticiper. Enfin, si on est un petit peu sensible, je pense, quand même. On sait anticiper les besoins de son enfant. Bah, on devrait savoir aussi, avec ses amis, avec son entourage. Et donc, ça deviendra totalement naturel. On saurait aussi anticiper. Et ça, quand on côtoie des personnes handicapées, ça vient vite, hein, naturellement. Moi, voilà, quand je suis avec des copains valides, bon, ils savent qu'il faut me laisser tranquille. Faut surtout pas me pousser, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais oui, parce que j'ai besoin de faire des efforts. Moi aussi, j'ai besoin d'y aller sur ce fauteuil roulant, de me muscler, voilà. Mais dès que ça monte un peu, il me demande même pas, il voit que ça monte, que je commence à galérer. Donc là, pouf, il pousse. Et puis dès que ça monte plus, paf, il lâche. Oui, c'est naturel. Et on sait le faire pour nos enfants. Pourquoi on saurait pas le faire, être attentif aux autres? Et je parle même pas que par rapport au handicap, hein. Mais je trouve qu'il y a un repli sur soi qui est dramatique. Qui me fait peur, moi, qui m'effraie. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais je vous remercie de livrer vos conseils parce que, une fois de plus, je pense que beaucoup de personnes réagissent par maladresse. Et donc, je pense que c'est important aussi d'entendre vos mots sur le sujet. Oui, mais en étant naturel, enfin, voilà, tout le monde, on dédramatise et ça aide énormément la personne qui est en situation de handicap. Je voulais parler de votre rôle aujourd'hui, de ce que j'appellerais rôle modèle, parce que c'est vraiment le cas. Vous êtes marraine de nombreuses associations, notamment l'association Antoine de Saint-Exupéry, qui est une très belle association, d'autres également. Et vous participez à énormément de conférences. D'ailleurs, on voit que vous exprimez très bien. Bref, en fait, pour moi, vous êtes devenu un vrai porte-parole, justement,
de l'aviation, mais aussi des situations de handicap, des personnes en situation de handicap, et de montrer en fait qu'il est possible, non seulement qu'il est possible, mais qu'il est souhaitable, non seulement de continuer à vivre, mais de faire des choses, de montrer justement que ces personnes en fait ne sont pas limitées, qu'elles peuvent même faire plus que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Je voulais savoir d'où venait ce besoin de partage. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, en plus de faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire de la voltige, continuer à faire de l'aviation, vous avez eu envie d'en parler? Qu'est-ce qui a donné en fait Qu'est-ce qui a déclenché l'étincelle? Je pense que oui, quand je suis devenue maman, ça a changé beaucoup de choses. Comme toutes les mamans, on change un petit peu de caractère, on s'ouvre, on sort de nous-mêmes. Avant Charline, je sais que j'avais tendance, comme tout le monde, hein, beaucoup ressasser, voilà, ce qui va pas, etc. J'étais un petit peu auto-centrée, enfin. Et quand Charline est née, je me suis dit, mais ok, Dorine, t'es handicapée, mais on s'en fout là maintenant. Maman, maintenant, aujourd'hui, t'es maman. Maintenant, tu es une maman. Et donc, ce qui compte, c'est ton enfant. Ton enfant, c'est quoi? C'est l'adulte de demain, c'est les générations futures. Ce qui compte, c'est la transmission. Je pense que c'est la naissance de Charline qui m'a donné envie de transmettre. Et là aussi, ça s'est fait petit à petit. C'est que j'ai commencé, on a commencé à m'interviewer, notamment ce qui véritablement m'a fait exister, devenir quelqu'un, c'est la voltige. C'est vraiment ce défi de la voltige, puisque j'ai été la première en France et la première femme au monde pilote de voltige handicapée avec un handicap. Et cette voilà, ce statut m'a fait devenir quelqu'un. Donc on m'a donné la parole, on m'a interviewé et quand je voyais les témoignages, l'impact que ces témoignages, parce que pour moi je vis ça comme une évidence. C'est évident qu'il faut se dépasser, qu'il faut aller de l'avant, mais en fait j'ai compris que c'est pas pour tout le monde pareil en fait, et que c'est lié à mon expérience aussi. Donc j'ai compris que j'avais un rôle à jouer de transmission, de partage d'expérience très important. Surtout que je le fais avec, je pense, mais ça vient du fait d'être pilote, avec beaucoup d'humilité. Parce que quand vous êtes pilote, vous devez être humble, parce que vous savez que chaque vol est différent, que c'est jamais gagné, qu'à chaque fois il y a une prise de risque, vous pouvez vous remettez votre vie en jeu à chaque décollage, et donc il faut être humble, se dire que vous savez piloter, mais attention, vigilance, parce que c'est quand on est trop sûr de soi qu'on se manque, qu'on se loupe. Rien n'est jamais acquis, et en aviation, en voltige, on le voit à chaque vol, quoi. À chaque fois qu'on se dit bon, allez, c'est gagné, je sais faire telle figure. Et la fois d'après, on la loupe à nouveau parce qu'on est moins vigilant, ça demande énormément de concentration. Voilà. Donc, moi, ça me plaît. C'est la suite logique. En fait, dans un premier temps, il faut s'accomplir, il faut se réaliser, il faut s'épanouir. C'est très important. Et ensuite, tout ce qu'on a appris, on peut le transmettre aux autres. C'est même un devoir. Et vous le faites très très bien. Dorine, justement sur ce sujet, je voulais vous demander s'il y avait un message que vous aimeriez faire passer à l'audience, parce que on a parlé de force mentale, on a parlé d'espoir, on a parlé de rêve, on a parlé d'énormément de sujets, et c'est vrai qu'avec votre histoire, vous nous chamboulez un peu, franchement. Et je voulais savoir s'il y avait un autre sujet peut-être qu'on n'avait pas abordé, un enseignement finalement que vous auriez appris et que vous aimez transmettre peut-être dans le cadre de toutes ces conférences. Alors, je pense que ce qui m'a sauvée aussi, c'est que j'ai toujours gardé au fond de moi une certaine joie de vivre. Et j'ai puisé ma force aussi chez les autres, mais aussi dans la joie. Et cette joie, j'en ai vraiment pris conscience de la force, de l'importance de la joie quand j'étais à l'hôpital.
Alors que, voilà, on m'avait posé sur un fauteuil roulant. Vous savez, quand vous êtes touché à la moelle épinière et qu'on vous pose sur un fauteuil, vous comprenez dans la seconde, tout de suite, que vous ne vous relèverez jamais. Que vous n'aurez jamais plus la force de vous relever, que ça marchera plus, quoi. Donc, c'est un moment extrêmement violent. Là, c'est la descente aux enfers, hein, parce que vous faites la liste de tout ce que vous ne pourrez plus faire. Et j'étais vraiment à ce moment-là en train de descendre au plus bas. Et j'étais dans ma chambre d'hôpital et l'infirmière, pour ne pas me laisser seule, avait laissé la porte entrouverte de ma chambre. Et j'entendais les bruits venant du couloir. Et à un moment donné, j'entends des rires. Et comme moi j'ai 16 ans, j'ai quand même... il y a un mois avant, j'étais encore l'adolescente qui faisait du vélo, qui adorait danser, qui adorait s'amuser. Donc j'ai été attirée par ces rires, je suis allée voir. Et là, j'ai vu qu'il y avait deux jeunes garçons, à peine plus âgés que moi, une vingtaine d'années, qui faisaient la course dans les couloirs sur une piste olympique imaginaire face à un public invisible. Il y en avait un en fauteuil manuel et puis l'autre en fauteuil électrique. Vous imaginez, c'était un sourire immobile sur un fauteuil. Et là, j'étais bouleversée. J'ai encore son visage, je vois encore leur visage. Et ce moment-là je me suis dit, mais oui, mais waouh, ça m'a fait oublier mes propres soucis, enfin, mon malheur, ça m'a fait oublier le handicap, et j'ai compris que la joie, il fallait que j'aille vers la joie, que ça allait me réparer. Ça allait me réparer. Et donc, c'est l'une de mes forces aussi, c'est la joie. D'avoir cette joie intérieure, et quand je la trouve pas en moi, je vais la chercher chez les autres. Et le message finalement que je pourrais transmettre, que je transmets à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, c'est de dire que dans cet accident, dans cette épreuve de la vie, finalement j'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. Parce que la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous fait surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles. Eh bien, écoutez, je ne regrette pas d'avoir posé cette question parce que la réponse en valait vraiment la chandelle. Je vous remercie, Dorine. C'est passionnant. Pour terminer, parce que le temps passe, j'ai quelques dernières questions qui sont des questions un peu personnelles. J'appelle ça mon crible. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ? Et peut-être l'enseignement que vous en avez tiré. Alors, je ne parle pas de l'accident, pour moi, c'est même pas vraiment un échec, c'est un accident. Mais je parle d'un échec, vous aviez une envie, une idée, un rêve, vous n'avez pas réussi à le faire. J'ai tellement appris à rebondir face aux échecs que j'ai tellement appris à en faire quelque chose, à prendre d'autres voies, à trouver d'autres solutions que là-dessus, j'ai pas d'exemple en tête. C'est fabuleux. C'est une bonne Pourtant, nouvelle. Je sais que j'en ai vécu, comme tout le monde, des centaines, mais je n'en ai aucun qui me revient à l'esprit. Non, mais c'est intéressant. Vous dites que ceci dit, c'est aussi que vous vous arrêtez pas, parce qu'un échec, c'est un peu un arrêt. Et comme vous reprenez toujours un chemin de travers, oui, alors du coup, j'en ai fait quelque chose. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fait celle que je suis aujourd'hui. Peut-être des échecs amoureux. Là, c'est quand même un peu plus douloureux. Et dont je n'ai pas encore fait quelque chose, mais j'espère en faire quelque chose bientôt. Une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Alors pour vous, cette question a un sens particulier. Je ne sais pas si je remonterais dans cet avion. Parce que je savais, en fait, ce jour-là, qu'on prenait un risque. En même temps, j'avais confiance. Mais je savais que c'était risqué. Je savais que la météo était pas bonne. Je savais qu'il y avait un danger. Est-ce que j'ai bien fait de monter ? Est-ce que je le referais ? Vous savez quoi ? Je crois que je ne remonterai pas.
Est-ce que peut-être aussi Je vous crois que je ne parleriez remonterai pas dans cet avion. et puis vous feriez peut-être plus confiance à dire au pilote qu'est-ce que tu fais d'aller dans les nuages? Et après, peut-être que je ne serais jamais devenue pilote, que ma vie aurait été complètement différente, mais elle aurait été aussi belle, hein. J'en suis persuadée. C'est certain, quand on a la joie. Une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous portent. Je sais que vous aimez beaucoup justement les anciens pilotes. Est-ce qu'il y a une citation qui vous aide peut-être justement à vous remotiver quand vous avez des coups de mou? Parce que je peux imaginer qu'ils sont là aussi pour vous. Quelque chose qui vous J'aime beaucoup porte. cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. C'est Voilà, magnifique. rêver, ne jamais cesser de rêver et essayer voilà, d'accomplir ses rêves. J'aime beaucoup cette phrase. Après, il y en a des milliers, donc c'est celle qui me vient tout de suite. Cette prochaine question n'est pas facile, je vous préviens. C'est une question sur les croyances. Alors, on en a un petit peu parlé en introduction sur l'écologie, mais j'aime bien demander, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est vous constatez que le public environnant, que le monde, que les médias, peu importe, ne partagent plutôt pas votre point de vue sur un sujet. Je vous donne un exemple pour vous aider. J'ai quelqu'un qui s'appelle Fabien Olicard qui m'a dit un jour, et ça m'a fait beaucoup rire, mais il avait raison certainement, qu'on est tous persuadés, on dit tout le temps que les personnes plus âgées sont plus sages, que plus on vieillit, plus on Ah devient oui. sage. Il me dit, mais pas du tout, il y a plein de biais cognitifs. En fait, quand on vieillit, on ne devient pas plus sage, en tout cas au bout d'un certain stade. Ouais. Donc c'est ce genre de choses. Oui, oui. Comme on le disait tout à l'heure, quand on vit avec un handicap, on est plus sage. Ah bah pas du tout. Ah ça c'est Ça peut s'appliquer aussi pour les personnes handicapées. c'est vrai. On n'est pas du tout. En fait, ça ne change pas ça ne fondamentalement la personne. Non, quoi. non, je pense pas. Ça apporte une forme de sagesse. Une forme de sagesse. Parce qu'une expérience, forcément, on en retire des leçons de cette expérience. Mais ça ne nous empêche pas. Moi, voilà, j'étais devenue pilote. Et pour autant, j'ai voulu devenir pilote de voltige. J'aurais pu m'arrêter à ce brevet de pilote. Mais j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu devenir une acrobate du ciel. J'ai voulu danser dans le ciel. Et on peut être handicapé et être complètement... avoir envie d'avoir une vie complètement barrée, excentrique. Oui, c'est vrai que faire de la voltige n'est pas forcément très sage. Et pourtant, dans l'avion, il faut être extrêmement... il faut avoir une certaine forme de sagesse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ça peut s'appliquer aussi. Bon, c'était un peu facile. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, c'est intéressant. Une autre question, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez un jour changé d'avis? Oui, il y a un sujet sur lequel j'ai changé d'avis. Alors, on s'en sérieux. Là, je suis toute voilà. J'ai toujours longtemps pensé que quand on avait des amis, c'était pour la vie. Et qu'il fallait être fidèle à ses amis et que voilà, on les avait pour toujours, qu'il fallait prendre soin des liens qu'on tissait avec nos amis. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu évolué par rapport à ça. Et je pense qu'on peut avoir eu des amis qu'on a adorés, qu'on adore toujours, mais qu'avec le temps, ces amis correspondent moins à ce que l'on est, à notre personnalité, à notre façon de vivre. Eux aussi ont changé. Et du coup, on peut tout à fait s'éloigner gentiment, vous savez, comme une barque qui s'éloigne de la rive et aller voguer vers d'autres rivages et se faire de nouveaux amis. Alors que longtemps, j'ai cru que l'amitié, c'était ce qu'il y avait de plus précieux au monde, les liens d'amitié, que c'était, voilà, qu'il ne fallait absolument pas, les abîmer. Et ça peut s'abîmer avec le temps, en réalité. Même des gens qu'on a aimés très fort. Et c'est pas grave, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas grave. On se fera de nouveaux amis. Il y aura toujours de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés qui pourront se créer. Ma dernière question pour vous, Dorine, c'est est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a peut-être fait la personne que vous êtes, qui vous a fait réfléchir, qui vous a fait changer? Je sais que souvent on a envie d'en citer plein, mais s'il y en avait vraiment un
qui comptait plus que les autres pour vous, quel serait-il? Ah, évidemment, Le Petit Prince. Parce que j'ai découvert le conte du Petit Prince sur mon lit d'hôpital et que j'ai découvert, que j'ai lu pour la première fois cette phrase magnifique. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, alors que voilà, je venais d'avoir un accident, j'avais basculé dans l'autre monde, dans le monde des handicapés, qu'on n'allait voir que ça. Oh, cette phrase m'a bouleversée. Et puis la richesse de ce conte qu'on redécouvre à tout âge, qu'on lit différemment, qu'on redécouvre à tout âge. Il m'a marqué parce que il fait partie de mon histoire. Et ben, vous me donnez envie de le relire. Oui, parce que c'est ce qui m'a aussi donné envie de me mettre en mouvement. Et je me suis dit, mais si des personnes sont capables de penser comme ça, d'écrire des phrases aussi belles, je vais partir à leur recherche. Dorine, merci 1000 fois pour votre temps. Merci. Merci d'être venue jusqu'à moi. Pour terminer, est-ce que je peux simplement vous demander où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur tout? Quels sont les meilleurs moyens de vous contacter si jamais on veut vous féliciter pour cet épisode? Plutôt sur LinkedIn. Plutôt sur LinkedIn, un petit peu sur Instagram, mais j'ai une préférence pour LinkedIn. J'évite de multiplier les réseaux, les façons de... parce que j'ai 1000 vies. Et voilà, LinkedIn, c'est parfait. Dorine, merci 1000 fois.